Salut à tous. Alors, la petite vidéo, elle a pour sujet qu'on a tous des besoins et que tout ce qu'on fait dans notre vie n'est que stratégie pour répondre à nos besoins. Voilà, je viens de te résumer la vidéo. Si t'as bien compris ça, c'est peut-être pas la peine de regarder la suite, je crois. Mais c'est pas grave, je vais développer pendant 3 quarts d'heure. Euh, Donc, l'une des, comment on appelle ça? L'une des leçons qu'on apprend quand on a bien intégré ce mécanisme, c'est qu'il est finalement difficile de juger quelqu'un pour ce qu'il fait, car il répond qu'à l'éventail de possibilités qu'il a pour satisfaire ses besoins. Au début, je voulais me faire une liste des besoins qu'on avait. Je pense que la liste est pas très grande, hein. Je pense que ça aurait du mal à atteindre une quinzaine de besoins différents. Bon, j'ai pas fait de liste, du coup, je suis sûr que je vais en oublier, mais je vais faire grossièrement tout ce qui me vient à la tête. Bon, on a manger, respirer, ouais, eau, air, nourriture. Comme j'aime bien la blague, c'est eau, air, nourriture, bière. Donc on a eau, air, nourriture. Après, on va avoir les besoins de reconnaissance de son prochain. Le fait d'être accepté par le groupe, le fait même d'être érigé par le groupe, le fait d'être aimé ou craint par le groupe. En tout cas, il faut qu'on soit reconnu d'une certaine manière par le groupe. Il y a le réconfort sexuel, la procréation, l'amour, le pouvoir, mais c'est aussi une façon d'être reconnu par le groupe. Enfin, c'est une stratégie d'avoir du pouvoir pour être retenu par le groupe. Peut-être que le pouvoir, c'est aussi le désir d'influencer sur son environnement, qui est un désir fort chez l'homme finalement, de vouloir maîtriser les éléments. Ouais, être aimé, qu'on s'occupe de soi. Ouais, tout ça en fait, ça revient. Finalement, c'est des déclinaisons d'être reconnu par les autres, qu'on te craigne ou qu'on s'occupe de toi. Dans tous les cas, tu es reconnu et considéré par les autres. Enfin, voilà. Il y a très peu, je pense, de désirs profonds qui peuvent se décliner en une multitude d'agissements différents et de stratégies différentes pour obtenir une partie. Ça amène des... Finalement, on a des cas de fous. Dans une vidéo que j'avais vue, l'exemple qu'il donnait, par exemple, c'est un exemple qui est assez flagrant pour moi parce qu'il y a quelqu'un dans mon environnement proche qui est touché par ça. Par exemple, c'est l'anorexie. C'est quelqu'un qui en vient à utiliser comme stratégie de se priver de ses désirs de base, se nourrir correctement, pour avoir un bon fonctionnement. Ça fait partie de nos désirs de base. C'est extrêmement rare qu'on en arrive à négliger celui-là. Mais là, c'est une stratégie où elle, dans mon environnement, c'est une femme. Il me semble que les femmes sont plus touchées par cette stratégie. Elle en vient en fait à se priver de nourriture de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, c'est une stratégie qui se met en place euh, pour, euh, pour que son entourage proche s'occupe d'elle. Du coup, elle va être plus faible, donc il faut forcément qu'on s'occupe d'elle. Il faut qu'on fasse plusieurs actions pour elle. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir se lever, faire son ménage, faire sa lessive, partir bosser. À un moment donné, elle peut en faire qu'une toute petite partie de tout ça, tu vois, à force de se sous-nourrir. Donc forcément, les gens qui l'aiment vont se rapprocher d'elle, vont s'occuper d'elle comme un enfant, dans un sens. En sachant très bien que c'est pas un enfant, mais ils vont avoir la même chose, ils vont lui préparer de la nourriture, ils vont lui amener ce qu'elle a besoin d'elle, ils vont lui donner un peu plus de réconfort, parce que du coup ça la fait souffrir d'être dans cet état, sachant que c'est... Enfin voilà, c'est... Par exemple, c'est une stratégie un peu spéciale, quoi, finalement, de se priver
se priver de son besoin primaire pour obtenir un besoin secondaire qui, selon ta propre structure du cerveau, devient prioritaire. C'est quelqu'un qui est jamais mort de faim, qui en arrive à refuser la nourriture pour qu'on s'occupe d'elle sur des, des stades plus émotionnels, plus participatifs. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir être reconnu par son semblable, être reconnu par le groupe, par les autres humains, il va avoir plein de stratégies. Il peut avoir l'argent, il peut avoir la célébrité, il peut avoir le pouvoir. Et puis pareil, chacune de ces célébrités en quoi? Célébrité en bad buzz, célébrité en mode Hollywood, célébrité en mode politicien. Il peut avoir l'argent, du genre faire beaucoup d'argent pour pouvoir acheter tout ce qu'il peut, pour pouvoir montrer qu'il est dans une réussite, entre parenthèses, sociale, reconnue par notre civilisation. Il va pouvoir acheter les services de ses semblables, il va pouvoir les astreindre à un travail. Tiens, je te donne tant d'argent, tu fais ça pour moi. Euh, il va pouvoir, dans le contexte de notre société, avoir des femmes, enfin, des partenaires sexuels. Il va pouvoir avoir la maison, tout le matériel possible et imaginable. Il va peut-être juste aimer le pouvoir, devenir un patron et ben, finalement, il a une compétition d'ego avec les autres patrons, et après, il a une stratégie de domination par rapport à ses employés, où il en attendra toujours plus, en essayant de les payer toujours le minimum, pour maximiser ses gains, pour faire une autre compète avec les patrons, et ainsi de suite. Euh, si la personne veut du réconfort sexuel, eh ben, elle va soit devenir un partenaire sexuel enviable pour optimiser ses conquêtes, soit il va passer par l'argent pour avoir autant de prostituées avec orthographe inclusif possible. Euh, il va, ça peut même aller dans des délires jusqu'à tu peux ni avoir d'argent, ni on va dire t'as un physique ingrat ou t'as une personnalité qui est pas souhaitée par la plupart des gens, c'est-à-dire genre t'as pas de bol, tu peux passer en mode violeur, euh, suivant en plus ton suivant en plus les possibilités qui te sont réservées par rapport à ta naissance. Je sais pas, tu vis dans des familles pauvres, tu nais dans des HLM ou des cités de ouf, à un moment donné, si tu veux briller, ta stratégie de basique, ça va être de vendre de la drogue, parce que t'as pas le choix, tu vois, ton nom il passe pas sur un CV, t'as pas fait les études, t'as pas tous ces trucs-là, voilà. Faire l'argent, il te reste l'illégal, ou alors tout le monde sait que voilà, si tu es un smicard, tu vas pas faire de l'argent. euh, Au stade où les gens veulent le pouvoir par l'argent. Tu vois, il te faut plus qu'un smicard, justement, pour être supérieur à la majorité des gens qui vont travailler. Donc tu vas passer voilà, des stratégies comme la drogue, le vol, euh, tout ce qui est illégal et qui est légal parce que ça ramène énormément de fric, parce que ça transgresse les morales et tout, tu t'en fous, je veux dire. Tant que ça en est dans ta propre stratégie pour t'amener un truc essentiel à toi, tu vas modifier ta morale. La morale, c'est un consensus humain qu'on essaye de t'apprendre depuis que tu es petit, mais c'est très facile de passer outre, hein, finalement. Parce que ça n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de euh, rassasier tes besoins. Alors c'est sûr, il y a les besoins de base qui vont être communs à tout le monde, tu vois, eau, air, nourriture. Tu vois, si tu te retrouves, tu le vois souvent dans les scénarios de science-fiction ou si tu te retrouves genre dans l'espace, dans des colonies, des machins, quand tu commences à te battre pour l'air, parce que dans tes trucs il y a un ravitaillement en air et puis machin, et puis lui, et puis finalement ça va toucher tout le monde, tu vois, l'air. Tout le monde va d'un coup se mettre en mode survie pour acquérir de l'air, tu vois, c'est même si ça reste de la science-fiction, ça reste une extrapolation des mécanismes humains qu'on connaît. De bon, sur Terre, manquer d'air, voilà, c'est des paramètres. Mais c'est pareil avec l'eau, tu vois. Tu commences à manquer d'eau, ça va concerner tout le monde.
qui est dans la même situation que toi. Tu commences à manquer de nourriture, ça va consommer tout le monde, ça va, ça va atteindre tout le monde qui est dans ta situation. Et puis tu parles dans des gros délires, genre tu finis par bouffer ton voisin parce que c'est de la nourriture. Tu peux même prendre l'eau qu'il y a dans son sang. Enfin, on va loin pour satisfaire nos besoins en fait. Et dans cette société, on nous donne beaucoup, beaucoup de possibilités qui ramènent très, très, très souvent à l'argent. C'est pour ça que le système de l'argent, il n'est pas prêt de partir en fait. C'est devenu un espèce de pivot de facilité pour assouvir la majorité des besoins que les gens ont. Puis il y a des besoins qu'on peut se créer, tu vois, genre un jour tu touches à la drogue, ton cerveau de mécanisme de récompense te dit que la drogue c'est de la bombe, et puis d'un coup la drogue devient un besoin pour toi. Et c'est quelque chose que tu t'es fait à toi-même, parce qu'avant de prendre pour la première fois de la drogue, tu n'avais absolument pas besoin de drogue. À la limite, tu avais la curiosité, mais c'est tout. Tu peux aussi te retrouver avec des besoins complètement artificiels qui ont été mis sur ton chemin, et encore, même les mécanismes de la drogue, on voit des dizaines d'espèces d'animaux qui se droguent, du dauphin jusqu'au sanglier, qui mangent les fruits fermentés pour avoir de l'alcool et se péter la gueule, quoi, hein, tout simplement. Et puis chaque année, quand les fruits tombent par terre, ils les laissent un certain temps, et puis après ils se font des orgies, ils se défoncent la gueule, ça devient une envie est tellement forte que ça devient un besoin, dans le sens où si tu l'assouvis pas, tu peux rentrer dans une forme de dépression. Et la dépression, c'est le contraire de la joie de vivre dans un sens. Donc à partir du moment où tu arrives comme ça et que tu commences à décliner, philosophiquement on peut dire que c'est comme si tu te laisses mourir. Encore tout ça c'est mes propres interprétations, hein, c'est mon propre blabla. Hein. Et du coup forcément quand on arrive là en fait t'es un peu perdu et le but c'est de pas en arriver là, donc tu vas tout tenter avant d'en arriver là. Encore ouais, il y a des esprits qui peuvent être brisés sans qu'ils aient tout tenté, ça c'est des nœuds psychologiques, des verrous. Enfin bref, du coup avec cette vision de ce mécanisme mis en évidence, c'est que en voyant les actes de quelqu'un, on peut déterminer quels sont ses besoins. Et forcément, un humain qui fonctionne en ressentant des besoins et en mettant en place des stratégies pour les assouvir, pour les, euh, pour les combler, enfin, le mot que tu veux, eh ben, c'est parfaitement naturel. C'est la base du fonctionnement de notre cerveau. On ressent un besoin et on se met en action pour assouvir ce besoin. Et après, on rentre dans un monde de consommation où il est facile d'assouvir ses besoins. Et ce qui se passe, c'est que quand on assouvit certains de ses besoins, euh, et que ça fait partie par exemple d'un besoin, d'un de nos besoins instables, toute notre vie, on aura besoin de manger, de boire, de respirer, d'avoir une sexualité. On peut s'en passer de la sexualité, mais ça crée des troubles à l'intérieur du fonctionnement de notre corps humain. C'est antinaturel, donc la majorité des gens vont réagir en essayant de rassasier leurs pulsions sexuelles, qui sont que des besoins préprogrammés par notre organisme. Et mettons, on a de la chance, on arrive à avoir les partenaires sexuels qu'on désire, la fréquence de satisfaction sexuelle que l'on désire. Ce qui se passe, c'est que la récompense à notre besoin fait de moins en moins d'effet. Par exemple, quand tu veux des relations sexuelles, c'est très intense. Quand tu as beaucoup, beaucoup de relations sexuelles, la relation sexuelle en elle-même isolée est moins intense qu'à tes débuts, et plus tu vas le pratiquer, plus tu vas complexifier tes rituels pour faire monter ta dose de récompense, ta dose de sécrétion hormonale,
Donc il te faut des trucs de plus en plus hard, comme par exemple quand tu tombes dans l'addiction du porno. Euh, Moi je l'ai bien connu, enfin c'est une réflexion que j'avais déjà entendue, mais c'est assez flagrant. Genre t'as, je sais pas trop à quel âge ils tombent les gamins dans le porno, mais moi c'était plutôt entre 13 et 15 que tu commences à avoir accès, que tu arrives à échanger des trucs avec des copains et tout. Bah, 13 et 15, tu regardes des filles toutes nues, tu regardes des petites lesbiennes se faire des petites caresses et tout. Je parle du point de vue d'un homme. Et puis, je sais pas, tu mets du porno pendant 10 ans, à la fin, tu regardes, c'est des putains de gros gangbangs à 12 personnes, avec que les trucs les plus hardcore du monde et tout. Mais tout ça, c'est parce qu'à chaque fois que tu as consommé ce plaisir du porno, la dose de récompense a diminué dans ta pratique. Et donc, tu as augmenté les effets visuels, ton porno, il est passé, quoi. À la phrase, c'était passé des petites lesbiennes gentilles au putain de gangbang super hardcore où les G-mecs sont sur une meuf pour la démolir, tu vois. Et toi, t'arrives à être excité là-dessus, alors que ça, tu vois, on te l'aurait mis sous les yeux à 13 ans, t'aurais été dégoûté. Mais en fait, petit cran par petit cran, tu es monté là-dedans parce que c'est comme une drogue. C'est comme la cigarette, tu vois, au début t'en fumes une, deux, ça t'intoxique, t'as envie de vomir, ça te machin. À la fin, tu fumes du 15 clopes par jour et tu te rends compte que tu te freines un peu pour pas en fumer plus, et ainsi de suite. Parce qu'on s'habitue à la dose de récompense, même si elle reste la même, l'effet qu'elle va faire sur notre corps est moins fort du fait de sa régularité. Donc on augmente les doses, on augmente les doses, on augmente les doses. C'est pour ça que les mecs, par exemple, ils se lancent dans le pouvoir avec le pognon, ils arrivent, ils ont 80 milliards et tout un empire économique sur la Terre, et les mecs, ils continuent à faire des stratégies pour que l'année prochaine, ils aient 160 milliards au lieu de 80. C'est parce que les mecs, ils augmentent les doses. Et tout marche comme ça, en fait. Le système de besoin-récompense fonctionne comme ça. Plus tu vas répondre à ton besoin, plus la dose va être infime. Alors, soit tu augmentes la quantité de réponses, soit tu augmentes la force du stimulus. C'est pour ça que les mecs, par exemple, chez les hommes, par exemple, le besoin de sexualité, au bout de 20 ans, les gars, ils font la totale, ils se payent des putes, ils ont des meufs, ils vont dans les boîtes à partout et tout. À la fin, ils arrivent à violer des gamins parce que c'est le dernier stade ultime d'adrénaline qu'il leur faut pour encore augmenter les doses et tout. En 20 ans, ton cerveau, il s'est complètement changé autour de ce stimuli-là. Il t'enlève la culpabilité de faire des trucs abominables. Enfin bref. Tout, tous les attraits de la vie de tout le monde peuvent se voir là-dessus. Même les gens qu'on va penser sains, les gens qu'on va penser sans exagération, tout ça, c'est déjà des gens qui ont un peu compris ce mécanisme, qui savent que plus ils vont y aller, plus il va falloir y aller pour que ça satisfasse. Donc ils ont une stratégie de sobriété. Et encore, ils y répondent, tu vois. C'est comme quelqu'un qui arrête de boire parce qu'il buvait tous les jours, il voit que ça le détruit. Il va arrêter de boire pour boire une fois dans la semaine, mais il veut toujours ce plaisir. C'est juste qu'il contrôle, par exemple. Il en a toujours le besoin, mais il a compris que le besoin en buvant qu'une fois par semaine, la récompense serait très forte et l'impact sur son corps serait assez faible. Et donc il fait un compromis finalement, il fait un compromis. S'il était purement théorique, purement spirituel, il pourrait arrêter de boire sans problème. Mais non, notre corps nous fait des besoins, notre corps nous crée des addictions. Une addiction, c'est quoi? C'est quand tu as passé un besoin non primaire et que tu l'as érigé à une place tellement forte dans tes priorités que voilà, tu es addict. Et on peut analyser le spectre de toutes les vies observables avec cette théorie. Tous les actes, quoi, quels qu'ils soient, répondent à un besoin. Même, ça, on va rentrer dans un truc, hein. Tu peux prendre ça un peu misogyne, même. C'est ma propre observation et de ce que j'ai compris, c'est un peu enfin, il me semble que c'est valide ce que je dis. Par exemple, dans un couple, homme-femme, classique, eh ben, il va y avoir la femme qui va plus faire le ménage que l'homme. Alors, tu peux tomber sur l'homme qui fait autant le ménage que toi, voire plus. Euh, mais chez la femme, ça va être inné, parce que la femme fabrique le bébé. La femme
protège l'enfant, et la femme veut que quand son enfant naisse, les choses soient en ordre, les choses soient propres, parce que qui dit propre dit augmenter la chance de survie, dit tu enlèves les virus, tu enlèves les bactéries, tu enlèves la saleté, tu enlèves les infections, pour sa propre survie, parce que quand elle fait un accouchement, elle se déchire le vagin, tout ça, il faut qu'il y ait un minimum d'hygiène. C'est une pulsion qui est en elle qui est plus forte que celle de l'homme. Peut-être même que dans la préhistoire, l'homme allait chasser, la femme restait au campement, donc le côté organisation, ça va être plus inscrit dans ses gènes, et l'homme, non. Quand l'homme, tu vas souvent entendre l'homme qui voit sa femme faire du ménage, putain, même moi je me surprends à dire ça. Euh, tu dis, est-ce que tu veux que je t'aide? Tu vois, c'est moi qui te donne de l'aide à ta tâche. Alors que la femme, elle voudrait dire, est-ce que finalement, elle te dit non, j'aimerais juste que tu fasses ta part, tu vois, parce que c'était parti sur un compromis intellectualisé quand tu t'es mis en couple. On fait tous les deux le ménage, sauf qu'il y en a une, ça lui taraude au niveau du besoin d'être fait, l'autre pas du tout. Donc forcément, il y a quelqu'un qui sera beaucoup plus perfectionniste et assidu que l'autre, jusqu'à que l'autre, en général l'homme pour moi, finisse par dire est-ce que tu veux que je t'aide? Et finalement ça montre que dans sa psychologie, il considère que finalement c'est sa tâche, ou en tout cas c'est répondre à son besoin à elle, au niveau d'exigence où elle l'entend en tout cas. Donc la plupart des comportements s'expliquent par la réponse à un besoin. Il y en a qui sont inscrits à nous et qui sont communs à tout le monde, et il y en a pas du tout. C'est culturel. Par exemple, on a tous une forme de penchant pour les drogues, hein, que ce soit le café, la clope, l'alcool ou toutes les drogues interdites. Tu remarqueras, tout le monde autour de toi prend des drogues, sans exception, même si c'est que du café, même si c'est que du thé. Car c'est quelque chose, c'est une molécule que quand tu la prends, te fait sécréter des hormones que si tu n'avais pas pris cette molécule, tu ne les sécréterais pas. Donc on est dans la manipulation par ajout de substances de notre système hormonal de récompense. Donc c'est de la drogue. C'est la définition de la drogue. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne prend pas de drogue, parce que rien que faire du sport ou manger un bon repas nous fait sécréter des hormones qui nous récompensent. Donc la bouffe peut être de la drogue. Faire du sport, ce shoot d'adrénaline, cette dépense d'énergie, puis les endorphines après le, après l'exercice, c'est aussi euh, une forme de drogue. Donc on est tous enclins à se droguer parce que la mécanique elle-même de notre cerveau fonctionne sur la... enfin, c'est plutôt la drogue qui va jouer sur les mécanismes du cerveau. Parce que quand tu fais une bonne action, ton cerveau te récompense. À la fin, il te suffit d'ingérer une substance et ton cerveau te récompense 1000 fois. C'est logique que les gens tombent dans ce piège. C'est extrêmement logique. Eh ben, admettons pour l'alcool, tu pourrais être toi subir dans ton environnement d'enfance un parent alcoolique, voir les dégâts de l'alcoolisme sur son corps, sur son esprit, sur la sociabilisation des gens du groupe, tu vois, genre qui détruit la famille, qui frappe sa femme, qui frappe les gosses, qui se fout en l'air en bagnole, que sais-je, enfin, un truc très puissant qui va faire en sorte que le désir d'être alcoolique, qui semblerait assez naturel, te soit complètement enlevé parce que toi, en ayant vu ces ravages dans ton enfance, avant d'y être exposé, tu, tu te l'es interdit. Mais forcément, tu vas avoir d'autres besoins. Tu vas avoir un besoin de reconnaissance, un besoin de sérénité, le besoin qu'on te foute la paix ou le besoin de commander, enfin bref. Et ce qui est important à comprendre de tout ça, je pense l'avoir tourné assez pour que ce soit lisible, enfin pour que ça soit intelligible, c'est que du coup on peut analyser finalement les besoins des autres si on a une assez fine observation et déduction de ces actes, mais surtout on peut faire une introspection pour comprendre quels sont nos réels besoins. Et
une fois qu'en tant qu'individu, moi c'est quelque chose que je pense avoir fait, en tout cas pour la majorité de mes besoins. C'est vrai que c'est une question que j'ai eue récemment dans mon esprit de manière consciente, mais c'est un travail que j'ai fait au niveau inconscient. Je connais mes besoins, je sais de quoi j'ai besoin, je réponds à ces besoins, et j'en fais quelqu'un de très peu manipulable finalement. Parce que quand une proposition ou qu'un choix me vient de l'extérieur, ou en tout cas se pose à moi, étant donné que je connais mes besoins, je sais forcément lequel découlera sur des avantages pour moi et lequel ne découlera sur aucun avantage. Donc je ne peux prendre que ce qui m'intéresse déjà dans mes décisions. Quand on ne se connaît pas soi-même, on dit souvent ça, oui, les gens ne se découvrent pas eux-mêmes, ne vont pas à la rencontre d'eux-mêmes, tout ça. Finalement, ça veut dire ça, ça veut dire bien cerner quels sont nos besoins euh, qui vont nous guider toute notre vie, ce qui va nous servir à ne pas être frustrés et ce qui va nous servir à éviter de faire des choix qui servent à rien. Bon, désolé, la lumière elle tombe, hein, ça va finir sombre cette vidéo. Et ces gens-là sont parfaitement manipulables parce qu'ils vont être dans la recherche perpétuelle pour assouvir leurs besoins, mais comme ils ne comprennent pas leurs besoins, eh ben, ils vont essayer plein de trucs. Plein de trucs. Certaines vont leur apprendre des choses sur eux, mais en vrai, ils vont faire aussi beaucoup d'erreurs, perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'énergie, créer beaucoup de chaos dans leur vie. Et ça, c'est s'ils sont capables de prendre les leçons de leurs expériences, parce que s'ils n'en sont pas capables, ils vont juste être perpétuellement perdus, ne sachant pas si un choix qu'ils font est bon ou pas pour eux, en intellectualisant toujours tout de travers, parce qu'ils n'ont pas l'essentiel, ils n'ont pas la liste de leurs besoins vitaux. Et quand je dis vitaux, c'est pas juste boire, manger, respirer, ça peut être si en vrai il te faut une relation amoureuse et que tu l'as pas compris, eh ben, ta vie n'aura pas une saveur satisfaisante parce que tu n'investiras pas ton énergie là-dedans et ainsi de suite. Voilà, tout ça c'est des suppositions. Donc finalement c'est une force de connaître ses besoins et c'est un peu la maladie du nouveau monde, c'est que de cette société moderne, c'est qu'on fait en sorte que tu ne te trouves pas. Comme ça, ils peuvent te vendre ce qu'ils veulent et t'amener où ils veulent. Parce que quand tu sais qui tu es, on t'amène pas à des endroits où t'as rien à foutre en fait. On peut pas. Tu vas instantanément te rebeller. Alors que quand tu sais pas, on te fait des promesses. Tu vois, regarde la pub. Les mecs ils sont perdus pour arriver à se laisser influencer par une pub. Mais les mecs sont tellement perdus qu'ils sont prêts à accepter n'importe quel discours. Et t'arrives à des putains de pubs manipulatrices en mode ah il a l'audi, il aura la femme, tu vois. Les vieilles pubs des années 90, comme t'as la belle bagnole, t'auras la meuf. Donc le mec qui a pas le cerveau prêt à lutter contre ce genre d'intrusion va se dire donc je vais aller dans le salariat, économiser pour acheter une voiture, comme ça j'aurai la femme. Donc le mec va travailler, le mec va dépenser son argent dans une voiture alors que ce qu'il veut c'est une femme. Tu en arrives à un stade où tu sais même plus où tu crèches quand tu en es comme ça. Et t'en vois plein, des mecs qui font leur crédit à 20 ans pour avoir la belle bagnole, aller claquer les trois quarts de leur salaire en 4 jours par mois, le samedi en boîte ou un truc comme ça, parce qu'ils veulent une femme. Tu veux une femme, t'as ni besoin de travailler, ni besoin d'avoir une voiture. T'as besoin d'être un partenaire compatible pour les femmes que tu vises. Et concrètement, tu peux avoir ça sans argent en vrai. Parce que c'est un des. Enfin, le sexe, l'amour a existé avant le matérialisme. Il existait même avant la création de l'argent. Le bonheur a existé aussi avant la création de l'argent. Euh, Vivre une vie digne d'être vécue, ça existait largement avant que l'invention de l'argent, du consumérisme.
Les femmes aussi, elles sont vénales. Ça, c'est souvent dit, mais ça reste une stratégie ultra optimisée pour obtenir ce qu'on veut avec un minimum d'efforts. Elles font exactement comme tout le monde. Elles se rendent compte que gagner de l'argent, ça prendrait du temps. Elles se rendent compte qu'avec l'argent, elles peuvent avoir presque tout, notamment l'absence du devoir travailler, l'absence de dépenser de l'énergie, plus l'argent pour obtenir tout ce qu'elles veulent. Et elles font un compromis dans leur tête qui est de je me donne à cet homme, en échange, il me donnera tout le reste. Donc finalement, je lui donne la jouissance de mon corps physique qui m'a rien demandé, ou enfin, si tu fais de la gym, tout ça, tu t'entretiens, mais ça devient des efforts conscients, tu vois. Je lui donne la jouissance de mon corps, et en échange, il me donne la jouissance de son argent et de son pouvoir. Euh, c'est l'un des échanges les plus efficaces en termes personnels et humains qui puissent exister. Tu vois, tu te mets avec un gros riche, et les heures qu'il a passé à faire son argent, les heures que tu perds à faire cet argent, tout ça, ça devient instantanément économisé en, en régalant un seul de ses besoins à lui, c'est ta présence, ta sexualité, ton réconfort et ton jeu d'acteur pour lui dire que tu l'aimes, ce genre de choses. Et en plus, ça pourrait même être vrai. Donc c'est une stratégie, c'est l'une des stratégies les plus efficaces. Il y a beaucoup de gens qui vont râler là-dessus, c'est immoral, c'est tout ce que tu veux, mais ça n'existe pas l'immoralité. C'est tellement efficace que il n'y a pas photo en fait. C'est comme si tu avais un carré d'as dans les mains et que tu voulais pas t'en servir. Je veux dire, en une action, tu peux satisfaire des dizaines de besoins sur la totalité du reste de ta vie. Plus économiser 80% de ton temps. Putain, c'est génial. On pourrait peut-être signer pour un truc comme ça en fait. Le gamin de 15 ans qui vient de te demander de lui acheter un scooter ou tout ça, c'est aussi pour satisfaire un de ses besoins, un besoin de sociabilité, le besoin de s'échapper de chez soi, le besoin d'autonomie. C'est pas le scooter en lui-même qui le fait rêver, c'est ce qu'il va faire de ce scooter. Et c'est pareil, le père ou la mère qui doit acheter un scooter à son enfant parce qu'il comprend que l'enfant a des besoins qui peut être résolu par un scooter. Il pourrait aussi dédicacer toutes les heures de travail qui vont lui servir à acheter ce scooter à son enfant pour lui apprendre à satisfaire ses besoins autrement que par un scooter. Mais ça lui demanderait un effort supplémentaire au travail qui s'est déjà infligé, je dirais, d'une certaine façon. C'est plus facile de continuer son travail, de lui acheter un scooter. Toi, ça te coûte un chèque. Lui, il obtient ce qu'il veut. C'est une manière très efficace de résoudre le problème. Mais c'est loin d'être la seule manière. Il aurait pu mettre une autre stratégie en lui expliquant que son téléphone et son scooter, il pouvait tisser des liens un peu plus forts, que les gens passent le prendre, qu'il aille dormir chez d'autres, qu'ils se donnent des points de rendez-vous pour parler entre eux. Enfin, voilà. Et après, du coup, dans la réalisation de tous ces besoins, il y a le concept d'optimisation. Le réaliser le plus vite possible en faisant le moins d'efforts possible. Et c'est là que la société t'arnaque. C'est parce que quand elle maintient le système de l'argent, elle maintient tout, en fait, les réseaux de vente de drogue, de prostitution d'humains, tout ça, c'est des trucs que l'État, en 3 secondes, il pourrait régler, tu vois. Mais il en laisse toujours une petite partie, parce qu'il sait que l'humain est comme ça, et l'humain a des besoins, il y en a un qui a besoin d'argent, l'autre qui a besoin de sexe, et ben, à un moment donné, il faut les laisser s'arranger, parce que sinon, ça va être une rébellion totale. Alors du coup, il te dit que c'est interdit, comme ça en plus tu culpabilises, et puis tu as peur, et puis du coup tu ouvres pas ta gueule, et tu fais tes petits trucs dans ton coin. Enfin, voilà, bon, je crois que j'ai fait un bon gros état des lieux un peu en chaos de cette pensée-là.
cas, ça a finalement d'une idée très simple, hein. On a des besoins et on est prêt à mettre tout en œuvre notre possible pour les satisfaire. Ben écoute, c'est aussi simple que ça et en même temps ça découle à toutes les actions humaines et même je dirais animales, hein, parce que je crois que les êtres vivants de la faune fonctionnent comme ça, hein. J'aurais peut-être pas la prétention de dire aussi le règne végétal, mais et c'est de là que vient la force de vie finalement. On est programmé pour avoir des besoins et y répondre. Ce qui donne l'énergie, la motivation, tout ce qu'on fait, quoi. Même moi qui fais des vidéos, j'ai un certain besoin que je comble en faisant des vidéos, d'une certaine façon. On peut combler le même besoin avec plusieurs stratégies. En une seule stratégie, on peut combler plusieurs besoins. Enfin, ça devient infini finalement. Le nombre d'interactions est monumental. On arrive à créer des besoins, à s'enlever des besoins. Et quand on pense comme ça, du coup, on enlève un peu le jugement, le bien et le mal aussi. On se rend tous compte qu'on est une forme d'automate préprogrammé à certains stimulus et il n'y a que la singularité de notre environnement qui nous ouvre et nous ferme certaines portes, mais qui ne nous rendent pas spécialement plus libres de nos choix. Si tu n'as qu'une seule façon de te nourrir, tu iras te nourrir de cette façon-là. C'est ça qu'il y a beaucoup de méthodes spirituelles où il faut couper ses besoins pour se libérer, se débarrasser de ses possessions matérielles, tout ça, c'est vrai que c'est des mécanismes qui vont diminuer l'impact de nos besoins, euh, donc de nos préprogrammations, et qui vont finalement nous donner plus de libre arbitre. En tout cas, un truc comme ça, quoi. Bon allez, je te laisse te démerder avec cette réflexion. Puis amuse-toi bien et puis bonne année 2020. Hein. Régale-toi encore un peu plus cette année. Ciao ciao.